À 4 heures du matin, tout s'arrête près des Canaris et 57 camions sont immobilisés d'un seul mouvement. Sous des sacs d'aide humanitaire, l'inventaire d'urgence fait surgir un arsenal complet, des fusils d'assaut aux missiles anti-aériens, comme si la nuit livrait déjà la preuve d'une guerre programmée. Qu'est-ce que cela change pour vous quand Ibrahim Traoré décide d'exposer ses armes au grand jour au lieu de les laisser se dissoudre dans le secret des rapports classifiés? Parce qu'à cet instant, derrière les chiffres va dire l'avenir du Burkina Faso vacille. Ce qui suit ne se limite pas au récit spectaculaire d'une saisie nocturne, car l'enjeu réel dépasse largement l'image de camions arrêtés sur une route périphérique. La promesse est simple et directe. Comprendre comment le Burkina Faso a frôlé une guerre programmée et pourquoi cet épisode concerne la stabilité politique, sécuritaire et économique du pays. Derrière l'opération visible, l'enquête révèle une mécanique plus vaste, faite de routes détournées, de financements opaques et de complicités silencieuses qui excède de loin une contrebande ordinaire. Pour le public, l'impact est concret. Il touche la sécurité quotidienne, l'avenir des institutions et la capacité d'un État à reprendre l'initiative face à des menaces invisibles. Chaque élément découvert soulève une question centrale. Si un dispositif de cette ampleur a pu être assemblé dans l'ombre, que dit-il des fragilités existantes et surtout des marges de réaction encore possibles? C'est dans cette zone de tension que la décision d'Ibrahim Traoré prend tout son sens en transformant une enquête technique en enjeu collectif assumé. En moins de 48 heures, un chiffre bouleverse la lecture entière du dossier, près de 700 millions de dollars. Cette estimation montre que les 57 camions interceptés ne constituent pas une fin en soi, mais seulement la partie visible d'un dispositif conçu pour durer et se déployer à grande échelle. À partir de ce point, l'affaire cesse d'être perçue comme une saisie spectaculaire pour devenir la démonstration d'un projet structuré. Les premières analyses relient les routes empruntées par les convois à des financements fragmentés mais réguliers, étalés sur plusieurs mois. Ce croisement révèle une cohérence inquiétante entre logistique, argent et objectifs politiques, bien au-delà d'un simple trafic opportuniste. Les enquêteurs observent que le volume du matériel découvert excède largement les capacités d'un réseau improvisé, ce qui impose une relecture immédiate de la menace. Deux constats dominent alors. D'abord, les numéros de série partielle retrouvés sur certaines armes renvoient à des zones de conflit actives, de la Libye au Yémen, en passant par des circuits industriels d'Europe de l'Est. Ensuite, la valeur cumulée de l'arsenal dépasse ce qu'un acteur isolé pourrait mobiliser sans soutien multiple. Placés côte à côte, ces éléments dessinent une orchestration plutôt qu'un hasard. Le contexte sécuritaire renforce cette conclusion. Le Burkina Faso évolue déjà sous pression, confronté à des fragilités institutionnelles et à des tensions régionales persistantes. Dans ce cadre, la perspective d'un afflux coordonné d'armes lourdes change radicalement l'équation, car elle suggère une capacité de déstabilisation durable, pensée pour franchir un seuil critique. C'est ici que l'intervention d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. En assumant la diffusion publique des chiffres clés et des premières conclusions, il transforme un dossier technique en récit national, où la transparence devient un levier stratégique. La question suspendue n'est plus seulement celle de l'origine des armes, mais celle de ce qui aurait pu se produire si ce dispositif avait atteint son point de bascule. Au cœur de cette séquence, un détail permet de comprendre comment tout a réellement commencé. Lors d'une patrouille nocturne près des Canaris, le capitaine Moussa Kaboré remarque un convoi inhabituel avançant phares éteints, comme s'il cherchait à traverser la zone sans laisser de traces. Ce signal, apparemment mineur, déclenche une alerte immédiate et enclenche une chaîne de décision qui dépasse rapidement le cadre d'un contrôle de routine. Autour de lui, les premières heures sont marquées par une mobilisation discrète mais intense. Des agents du renseignement, des techniciens balistiques et des officiers de terrain se relaient pour sécuriser la zone, interroger les chauffeurs et inventorier le matériel découvert. Le rythme est soutenu, le sommeil réduit, car chaque minute compte pour éviter que des informations sensibles ne s'échappent. Dans cette phase initiale, un indice isolé peut devenir un pivot d'analyse capable de réorienter toute l'enquête. Les impacts précoces se font sentir au sein des institutions. Des services longtemps cloisonnés commencent à fonctionner en coordination, échangeant des données en temps réel. Les rapports de terrain convergent et dessinent un tableau plus cohérent de la menace, tout en révélant des fragilités, notamment dans la surveillance frontalière. Ces premiers ajustements montrent à quel point la réaction rapide peut réduire la marge de manœuvre des acteurs hostiles. Pour Ibrahim Traoré,
Ces signaux confirment que l'affaire dépasse largement un incident isolé. L'initiative d'un seul officier a empêché un engrenage dangereux, illustrant comment une décision individuelle peut infléchir un basculement collectif. En clair, un détail ignoré aurait pu coûter très cher. Tout commence par une activation brutale. Dans la nuit du 16 août, près des Canaries, les forces burkinabées stoppent 57 camions dissimulant des armes sous des sacs d'aide humanitaire. L'ordre est cédé simple et immédiat. Sécuriser la zone, isoler les chauffeurs, empêcher toute fuite d'informations. Les premières heures sont dominées par des gestes courts et précis dictés par l'urgence. Les armes sont comptabilisées, photographiées, mises sous scellé. Les communications remontent vers Ouagadougou par des canaux sécurisés. À ce stade, l'objectif n'est pas encore d'expliquer, mais d'empêcher l'effet domino, celui qui aurait permis au réseau de se replier ou d'effacer ses traces. Le basculement intervient dès le deuxième jour. Les inventaires détaillés révèlent l'ampleur sidérante de l'arsenal. Des dizaines de milliers de fusils d'assaut, des millions de cartouches, des missiles antiaériens et des tonnes d'explosifs. La première estimation financière, proche de 700 millions de dollars, agit comme un électrochoc institutionnel. Ce volume logistique exclut définitivement l'hypothèse d'une contrebande opportuniste. Le dossier change de statut. Il ne s'agit plus d'un incident frontalier, mais d'une menace touchant à la souveraineté même de l'État. Ibrahim Traoré convoque alors Conseil, le Conseil national de sécurité. Autour de la table, militaires et responsables civils comprennent que chaque décision compte désormais à l'échelle nationale. Sous cette pression, l'enquête s'élargit et se structure. Des cellules spécialisées sont activées en parallèle. Traçage financier, cartographie logistique, interrogatoire ciblé. Les routes empruntées par les camions sont comparées à d'autres flux suspects observés les mois précédents. Peu à peu, les recoupements dessinent une cohérence troublante entre armes, financement et intermédiaires. Puis survient un moment charnière. Un suspect rompt le silence et évoque l'existence d'entrepôts prêts à recevoir la cargaison dans la capitale. À partir de cet instant, l'affaire quitte le terrain périphérique pour devenir une opération coordonnée à l'échelle du pays. La résonance se déclenche au cinquième jour. À l'aube, des perquisitions simultanées sont lancées dans plusieurs quartiers stratégiques. En quelques heures, des caches supplémentaires sont découvertes, contenant des équipements de communication militaire et des documents sensibles. Les noms mentionnés, les sociétés écrans et les relais extérieurs évoqués font sortir l'enquête du cercle des spécialistes. Elle entre dans l'espace public. Ce qui devait rester enfoui devient visible, débattu, interprété. Ce passage de l'ombre à la lumière n'est pas un hasard. Il marque une séquence où chaque étape, de l'activation initiale à la résonance publique, réduit progressivement la marge de manœuvre des acteurs hostiles. La chronologie elle-même devient un outil stratégique. Sans cette succession rapide de décisions, le basculement aurait pu être irréversible. Au départ, l'impression première est trompeuse. Les enquêteurs disposent uniquement de ce qui est visible dans les 57 camions interceptés. Un volume déjà considérable, mais encore insuffisant pour mesurer l'architecture globale du projet. Pris isolément, cet arsenal pourrait être interprété comme une accumulation exceptionnelle, sans nécessairement révéler une stratégie de long terme. La lecture change lorsque ces données initiales sont comparées aux informations consolidées issues des inventaires, des bases balistiques et des flux financiers. Un premier chiffre structure toute l'analyse. 25 000 fusils d'assaut de type AK-47. Ce nombre n'est pas anodin. Il correspond à l'équipement complet de plusieurs unités armées organisées, et non à une force irrégulière improvisée. En termes opérationnels, cela signifie qu'une capacité de déploiement rapide, capable de tenir le terrain et de maintenir la pression dans la durée. La différence est claire. On passe d'une hypothèse de trouble ponctuel à celle d'une préparation militaire soutenue. Un second indicateur renforce cette lecture. 13 millions de cartouches. Ce volume dépasse largement les besoins d'une action symbolique ou d'un affrontement bref. Chaque munition implique des flux financiers continus, des chaînes d'approvisionnement sécurisées et des relais capables d'en maintenir le rythme. La comparaison avec des conflits régionaux montre que de tels stocks correspondent à des campagnes prolongées, pensées pour user l'adversaire dans le temps. Ici encore, l'écart confirme une intention de continuité. Le troisième chiffre agit comme un changement d'échelle définitif, près de 700 millions de dollars. Une telle estimation place mécaniquement l'opération parmi les entreprises clandestines les plus coûteuses observées dans la région.
Elle exclut l'idée d'un financement opportuniste et suggère l'intervention d'acteurs disposant de ressources substantielles et patientes. Les analystes notant également l'écart entre les sommes déjà engagées et la valeur totale projetée, indiquant que le convoi intercepté ne représentait qu'une étape intermédiaire dans un calendrier plus vaste. À partir de ces données, les équipes appliquent une méthodologie médico-légale rigoureuse. Les numéros de série, parfois volontairement altérés, sont restaurés puis comparés à ceux recensés dans d'autres théâtres de conflit. Les correspondances révèlent une stratification géographique cohérente, allant de zones de guerre actives à des hubs intermédiaires, avant une redirection vers le Sahel sous couverture humanitaire. Ce schéma suppose des complicités multiples et une coordination durable. L'analyse financière complète ce tableau. Les transferts identifiés dessinent une architecture triangulaire entre société écran, fondation fictive et comptes dissimulés. Pris ensemble, ces chiffres ne racontent pas seulement une accumulation d'armes, mais la précision d'un projet pensé pour franchir un seuil critique. Pour Ibrahim Traoré, la publication de ces éléments chiffrés permet de déplacer le débat. Il ne s'agit plus d'opinion, mais d'écarts mesurables entre ce qui semblait possible et ce qui était réellement en préparation. Deux arguments structurés émergent parmi les analyses critiques cherchant à relativiser la portée des révélations. Le premier soutient que l'opération pourrait relever d'une mise en scène politique destinée à consolider le pouvoir en place. Selon cette lecture, la circulation d'armes dans le Sahel est ancienne et diffuse. La présence de matériel provenant de Libye, du Yémen ou d'Europe de l'Est ne constituerait donc pas en soi la preuve d'un projet coordonné. Les défenseurs de cette thèse estiment que l'interception des camions aurait été amplifiée pour détourner l'attention de difficultés économiques et sociales persistantes. Le second argument adopte une approche plus technique. Il avance que la fragmentation des cargaisons affaiblit l'idée d'une direction unique. Les réseaux de contrebande, rappellent ces analystes, fonctionnent souvent par opportunité locale, sans centre décisionnel clair. Dans ce cadre, la convergence de flux hétérogènes vers une même région pourrait relever d'un hasard logistique plutôt que d'un plan structuré de déstabilisation. Cette prudence méthodologique invite à exiger des preuves supplémentaires avant de conclure à une orchestration globale. Présentées dans leur forme la plus rigoureuse, ces critiques jouent un rôle utile. Elles rappellent qu'une enquête crédible doit résister à la tentation de conclusions rapides et s'appuyer sur des faits vérifiables. Pourtant, l'examen des éléments confirmés en limite la portée. Les tonnesarigi. Les données balistiques indiquent que plusieurs armes interceptées ont été reconditionnées après usage dans d'autres conflits, ce qui exclut une simple juxtaposition fortuite. De plus, les documents et communications saisis révèlent des liaisons répétées entre intermédiaires financiers, logisticiens et acteurs politiques, dessinant une coordination réelle. L'argument de la fragmentation se heurte également à la régularité des flux observés. Ceux-ci sont fractionnés pour contourner les contrôles, mais synchronisés dans le temps, ce qui correspond davantage à une stratégie délibérée qu'à une accumulation opportuniste. Enfin, des confirmations indépendantes, issues d'organismes régionaux, valident les liens entre les cargaisons et un réseau actif à l'échelle transnationale. La confrontation entre critiques et preuves ne fragilise donc pas le dossier, elle en éprouve la solidité. C'est précisément par ce passage au crible que la cohérence de l'ensemble apparaît et que la décision d'Ibrahim Traoré de rendre publics les éléments chiffrés trouve sa justification stratégique. Au septième jour, le dossier bascule lorsque Ibrahim Traoré apparaît devant la presse avec un ensemble de documents que peu attendaient à ce stade de l'enquête. Parmi eux figure une liste complète d'un gouvernement fictif, déjà rédigé par les conspirateurs, prête à être activée en cas de succès opérationnel. Ce détail administratif, en apparence banal, agit comme un révélateur décisif car il fait passer l'affaire d'une préparation violente à un basculement institutionnel anticipé. Dans la salle, les journalistes découvrent des noms liés à des réseaux économiques, diplomatiques et commerciaux extérieurs. Certaines parties citées nient immédiatement toute implication, mais l'effet est déjà produit. Pour l'opinion publique, la menace cesse d'être abstraite et prend la forme concrète d'un pouvoir alternatif conçu sans consentement national. Le débat quitte les cercles spécialisés pour s'installer dans l'espace public des médias aux conversations quotidiennes. Ce moment marque un tournant narratif clair. Jusqu'ici,
L'enquête décrivait une mécanique de déstabilisation possible. Désormais, elle expose une intention formalisée, documentée, presque prête à l'emploi. En choisissant de rendre cette information visible, Ibrahim Traoré ne cherche pas seulement à informer, mais à fixer un seuil irréversible dans la compréhension collective de la crise. La question n'est plus de savoir si un projet existait, mais ce qu'il aurait produit s'il n'avait pas été interrompu. Les effets de l'affaire se déploient d'abord au niveau de l'État. La saisie des camions et les révélations successives entraînent une réorganisation immédiate des priorités sécuritaires. Les frontières sont renforcées, certaines unités redéployées et des circuits de coordination plus rapides sont instaurés entre services longtemps cloisonnés. Cette dynamique réduit les angles morts opérationnels et permet de neutraliser plusieurs filières dormantes. Pour les institutions, l'épisode agit comme un test de résistance. Il met en lumière des failles structurelles, mais démontre aussi une capacité accrue à réagir de manière concertée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la transparence devient un outil de cohésion interne, autant qu'un signal politique adressé aux acteurs hostiles. Pour les acteurs économiques, l'impact est plus ambivalent. À court terme, l'exposition publique du dossier génère de l'incertitude. Certains échanges sont ralentis, des partenaires suspendent leurs décisions et la monnaie subit une volatilité temporaire. Cette phase de tension reflète la crainte d'un environnement instable. Toutefois, un second mouvement apparaît rapidement. De nouveaux interlocuteurs proposent des coopérations alternatives, notamment dans les domaines de la sécurité, des infrastructures et de l'industrie locale. L'économie ne sort pas indemne de la secousse, mais elle découvre des marges de diversification qui restaient jusque-là peu explorées. Du côté des citoyens, les conséquences sont plus diffuses mais profondes. Dans les centres urbains comme dans les zones rurales, l'affaire est perçue comme la preuve qu'une guerre a été évitée de justesse. Les discussions se multiplient dans les écoles, les marchés et les médias communautaires. Ce récit nourrit un sentiment de vigilance collective et renforce l'idée que la souveraineté n'est pas abstraite mais liée à des décisions concrètes prises dans l'urgence. Les forces de sécurité, longtemps critiquées, bénéficient d'une reconnaissance accrue, tandis que les citoyens s'approprient l'événement comme un moment charnière de l'histoire récente. À l'échelle régionale, l'effet de propagation est immédiat. Les pays voisins renforcent à leur tour la surveillance de leurs corridors commerciaux et intensifient l'échange d'informations. Plusieurs réseaux de contrebande sont démantelés grâce aux données partagées. Dans les instances africaines, le cas du Burkina Faso est cité comme un précédent, illustrant la capacité d'un État à interrompre une mécanique de déstabilisation transnationale. Cette évolution reconfigure certains équilibres diplomatiques et accentue les lignes de fracture entre modèles de sécurité concurrents. Pris ensemble, ces 4 niveaux montrent que le Decision Common, que l'affaire dépasse largement l'interception initiale. Elle redéfinit les relations entre institutions, économie, société et environnement régional. La question centrale devient alors évidente. Comment transformer ce choc en stabilité durable sans perdre l'élan créé par la crise et sans retomber dans les fragilités qui l'ont rendu possible? À partir des éléments établis et des réactions observées après l'opération, 3 trajectoires cohérentes se dessinent pour les mois à venir. Elles ne fixent pas de probabilité. Elles offrent des cadres de lecture pour comprendre comment les décisions collectives peuvent orienter l'évolution du pays. Dans une trajectoire de continuité, le Burkina Faso consolide progressivement sa position. Les procédures judiciaires avancent d'un rythme maîtrisé, appuyées par les documents saisis et par des chaînes de preuves désormais structurées. Les mesures de sécurisation des frontières se stabilisent et réduisent les infiltrations armées sans provoquer de rupture diplomatique majeure. Sur le plan régional, la coopération reste fonctionnelle mais prudente. L'économie, après une phase d'ajustement, retrouve un point d'équilibre sans transformation profonde. Ce scénario privilégie la gestion des acquis et limite les risques, au prix d'un changement mesuré. Une trajectoire plus favorable transforme la crise évitée en levier de réorganisation. Les autorités parviennent à convertir l'élan sécuritaire en projets visibles, notamment dans l'éducation, la santé et les infrastructures locales. Les partenariats régionaux se renforcent autour de mécanismes communs de surveillance et de prévention. Dans ce cadre, le Burkina Faso gagne en crédibilité et en capacité d'initiative.
La décision initiale d'exposer les preuves, assumée par Ibrahim Traoré, sert alors de point d'ancrage à un récit de souveraineté active, capable de fédérer les institutions et une partie de la société civile autour d'objectifs partagés. Un scénario plus sombre ne peut toutefois être écarté. Les pressions géopolitiques s'intensifient. Certaines puissances réagissent par des mesures de rétorsion indirectes, économiques ou informationnelles. L'incertitude pèse sur les investissements et alimente des tensions internes. De nouveaux réseaux tentent de se reconfigurer par des voies plus discrètes. Même dans ce cas, le précédent créé par l'opération limite les marges de manœuvre des acteurs hostiles, car les protocoles de vigilance ont été renforcés et l'opinion publique est plus attentive. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Observez moins les déclarations que l'enchaînement concret des décisions. C'est dans ces choix successifs que se jouera la capacité à transformer une crise évitée en orientation stratégique durable. Au-delà des institutions et des scénarios stratégiques, l'affaire touche directement plusieurs segments de la population, chacun à un niveau différent. Pour les familles urbaines, l'interception des 57 camions cesse d'être un événement lointain. Elle devient la démonstration tangible qu'une séquence de violences planifiée a été évitée de justesse. Dans les quartiers, les conversations s'organisent autour d'une même idée. La sécurité quotidienne dépend aussi de décisions prises loin des regards, mais dont les effets sont immédiats. Pour les jeunes, l'épisode agit comme un déclencheur symbolique. Dans les lycées et les universités, il nourrit des débats sur la souveraineté, l'autonomie politique et le rôle des générations futures. Des initiatives locales émergent, allant de cercles de discussion à des projets éducatifs, visant à mieux comprendre les enjeux sécuritaires et géopolitique. L'événement n'est plus seulement perçu comme une opération militaire, mais comme un appel à la responsabilité civique. Les anciens militaires et membres des forces de sécurité vivent l'impact différemment. Beaucoup y voient une forme de reconnaissance après des années marquées par des moyens limités et des critiques récurrentes. La conduite assumée de l'opération, notamment dans la phase de transparence décidée par Ibrahim Traoré, renforce l'idée qu'un État peut reprendre l'initiative sans céder systématiquement à des influences extérieures contradictoires. Dans les zones rurales, souvent éloignées des centres de décision, l'affaire rappelle que la stabilité nationale se construit aussi à partir de gestes quotidiens. Surveillance des axes, partage d'informations et coopération avec les autorités locales prennent un sens nouveau. Pris ensemble, ces regards convergent vers un même effet. L'événement redéfinit la relation entre l'État et les citoyens, en plaçant la sécurité au cœur d'un effort partagé. Pour transformer une interception réussie en stabilité durable, les autorités burkinabées structurent une feuille de route en plusieurs étapes lisibles, chacune précisant qui agit, quand et comment mesurer les résultats. La première priorité concerne la sécurisation des frontières. Les Sinde, forces armées, coordonnent des unités mobiles, des dispositifs de surveillance technique et une participation accrue des communautés locales. Les douanes renforcent les contrôles ciblés, tandis que les indicateurs de succès reposent sur la réduction des infiltrations et la rapidité de traitement des alertes. La deuxième étape porte sur la gestion du matériel saisi. Une partie est neutralisée et recyclée. L'autre sert à moderniser les capacités nationales sous supervision institutionnelle. Ce processus est suivi par des mécanismes de traçabilité afin d'éviter toute réintroduction dans des circuits illicites. La transparence des inventaires devient ici un critère central d'évaluation. Vient ensuite la traçabilité financière. Les fonds récupérés sont centralisés puis réaffectés à des secteurs sociaux prioritaires, notamment l'éducation et la santé. Un dispositif public de suivi permet aux citoyens d'observer l'usage de ces ressources. La réussite se mesure à la régularité des mises à jour et à la clarté des informations accessibles. Sur le plan diplomatique, la consolidation des partenariats régionaux constitue un quatrième pilier. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays privilégie des coopérations fondées sur la réciprocité sécuritaire et le partage d'informations. Enfin, la communication publique reste un levier essentiel. Informer rapidement, avant que les rumeurs ne s'installent, devient une règle opérationnelle. Cette feuille de route repose sur une idée simple. Sans suivi mesurable, une crise évitée perd sa portée stratégique. Un an après l'interception des premiers camions, le fil discret qui relie toute l'affaire réapparaît là où tout a commencé. Une patrouille nocturne, des phares éteints et l'intuition d'un officier qui décide de ne pas détourner le regard.
Ce geste initial, presque banal en apparence, est devenu le point d'ancrage d'un récit collectif qui dépasse largement l'épisode sécuritaire. Autour de cette scène fondatrice, un sens partagé s'est progressivement construit. Dans les écoles, les images des armes neutralisées circulent comme des symboles de transformation, rappelant que la violence peut être stoppée avant de devenir une fatalité. Chez les anciens combattants, l'épisode résonne comme une réparation morale après des années de contraintes et d'ambiguïté. Pour les jeunes, il agit comme un appel à la vigilance et à l'engagement civique, montrant que l'histoire récente n'est pas écrite à l'avance. Ibrahim Traoré évoque souvent ce moment pour rappeler une idée constante. La souveraineté ne naît pas de déclarations abstraites, mais d'actes précis posés au bon moment. En choisissant d'exposer les preuves et d'assumer le récit public, il a inscrit l'événement dans une mémoire commune qui dépasse les chiffres et les rapports. Une conviction s'impose alors, sobrement. Un pays peut tenir debout lorsqu'il choisit la lucidité plutôt que la résignation. Aujourd'hui, le récit du Burkina Faso dépasse le cadre national et trouve un écho particulier auprès de celles et ceux qui observent les dynamiques du continent africain. Les décisions prises, les preuves rendues publiques et la posture assumée par les institutions et dessinent un chapitre où la souveraineté s'exprime par des actes concrets plutôt que par des intentions déclarées. Ce sont des gestes mesurés, parfois discrets, mais dont les effets s'inscrivent dans la durée. Ce message ne s'adresse pas uniquement aux responsables politiques ou aux spécialistes des questions sécuritaires. Il concerne chaque citoyen qui s'interroge sur la manière dont un pays peut préserver son autonomie dans un environnement marqué par les tensions géopolitiques, les intérêts croisés et les zones d'ombre. L'expérience du Burkina Faso offre moins un modèle à copier qu'une méthode à observer. Regardez les faits, mesurer les écarts et assumer les choix au grand jour. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce moment devient un point de référence, non comme une fin en soi, mais comme une invitation à la vigilance collective. La question reste ouverte, et elle vous concerne aussi. Dans votre contexte, quels signes méritent d'être pris au sérieux avant qu'ils ne deviennent irréversibles?